Salut les Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, nouvelle vidéo pour continuer de revenir sur l'histoire des Chicago Bulls. Donc on vient de sortir de 2 saisons assez compliquées pour les Bulls, enfin en tout cas des saisons plus compliquées que les précédentes, puisque après le tripit et le départ de Jordan, les Bulls sont sortis au deuxième tour des playoffs 94 face aux Knicks, puis au deuxième tour en 95 par Orlando, malgré le retour de Jordan à ce moment-là. Mais voilà, donc les Bulls veulent en tout cas revenir vers les sommets avec un Jordan ultra motivé. Et, euh, et ça passe par la recherche de joueurs capables d'améliorer le secteur défensif et des rebonds. Parce que comme on l'a souligné dans les vidéos précédentes, euh, les Bulls au rebond se sont fait pas mal bousculer dans les 2 saisons où ils se sont fait sortir en playoff, que ce soit par les Knicks ou par Orlando. Il y a eu les pertes d'Horace Grant, de Bill Cartwright, enfin pas mal d'intérieurs qui sont partis pendant ces 2 saisons-là, donc du coup les difficultés au rebond ont été assez flagrantes, donc il fallait absolument corriger ça. Donc ça débute par la draft de Jason Caffey, un intérieur avec un pick en fin de premier tour. Et puis, la grosse affaire de l'été, c'est essayer de convaincre tout le monde que Dennis Rodman est le joueur qu'il faut aux Bulls pour retrouver les sommets. Un Dennis Rodman qui était pas vraiment, plus vraiment en odeur de sainteté à San Antonio, hein. Il y a eu beaucoup de difficultés avec David Robinson notamment. Donc lui, il souhaite partir. Jerry Krause et Phil Jackson, eux, sont convaincus que c'est le joueur qui est capable de leur faire passer un cap. Mais il faut convaincre Jordan et Pippen qui eux, se rappellent que entre eux et Rodman, c'était pas l'amour fou entre les nombreuses bastons, etc., qu'il y a eu dans les séries de playoffs contre les Pistons à la fin des années 80 et au début des 90. Donc il y a encore une certaine rivalité à ce niveau-là. Mais Rodman est à ce moment-là 4 fois de suite meilleur rebondeur du championnat, donc ils arrivent quand même à faire la part des choses et se dire bon, tant qu'il est capable de bien nous aider, qu'on sait qu'on peut compter sur lui, etc. Ma foi, s'il nous aide à gagner, il n'y a pas de raison qu'on l'accepte pas. Et ça fait un petit peu penser aux Bulls au début des années 70 quand les Bulls veulent faire venir Norm Van Lier, mais ils demandent à Jerry Sloan parce que les deux s'étaient battus en pré-saison 3-4 ans avant. Et Jerry Sloan dit n'importe qui est capable de se battre comme Van Lier est le bienvenu dans mon équipe. Et ils le feront venir dans Van Lier. Et là, c'est un petit peu la même chose. Tu vois, ils demandent à Jordan Pippen bon, est-ce que Rodman, vous acceptez qu'il vienne malgré tout ce qu'il y a eu? Et ils disent s'il nous aide à gagner, nous, il n'y a pas de souci. Donc finalement, ils arrivent à monter un trade où ils envoient Will Perdue à San Antonio. Et c'est vrai que tu te dis bon, rétrospectivement, c'est quand même un deal très déséquilibré, quoi. Mais c'est vrai que les Spurs étaient tellement contents de pouvoir se débarrasser de Dennis Rodman que voilà, on a pris Will Perdue, je crois qu'il y a un pic de draft, je suis pas sûr, mais enfin bref, peu importe, de toute façon, ça reste largement favorable aux Bulls, on le verra sur la durée. Mais ce qui est aussi un des bons côtés de Phil Jackson, c'est qu'il arrive à convaincre tout le monde que, que Rodman, voilà, il va avoir des passes droits, mais il faut l'accepter. Il réunit tout le monde, voilà, en début du training camp, puis dire, écoutez les gars, on a Dennis Rodman, on sait que voilà, il a son caractère à lui, que des fois, il va faire des trucs que on va pas forcément accepter si c'est quelqu'un d'autre de l'équipe qui le fait, mais voilà, Dennis Rodman, il va avoir des passes droits. Parce que pour le gérer, c'est comme ça, il faut qu'on lui laisse une certaine liberté qu'on ne peut pas accorder aux autres. C'est comme ça. À vous de l'accepter en vous disant que voilà, c'est dans le but de ensuite aller chercher le titre, aller gagner et que voilà, il faut faire ce genre de sacrifice pour y arriver. Et les joueurs adhèrent à ça. Pendant ce temps-là, pendant tout l'été, Jordan lui a essayé de, enfin a essayé. Non, il s'est refait un corps de basketteur entre guillemets parce qu'on l'avait dit dans la vidéo précédente quand il est parti au baseball. Ça sollicite pas les mêmes muscles, etc. Il avait beaucoup perdu au niveau du haut du corps. Donc là, pendant tout l'été, pendant qu'il est sur le tournage de Space Jam, il a son Jordan Dome à côté où il a un parquet plus des machines pour faire de la musculation. Et donc il se refait une musculature de joueur de basket tout en continuant à jouer entre chaque prise pendant le tournage.
avec des joueurs qui viennent régulièrement l'affronter. Il y a du Reggie Miller, il y a Charles Barkley, enfin il y en a plein. Même Dennis Rodman d'ailleurs vient plusieurs fois jouer face à Jordan. Et donc quand le training camp débute, Jordan il est à fond parce que lui il n'est pas revenu pour juste pour voilà, faire le malin et il veut absolument redevenir dominant et que l'équipe, pareil, se remette à viser le titre. Et pour ça, il va vraiment être très euh, vocal pour bousculer tout le monde dès le début. Parce que, comme il l'expliquait aussi, il disait, bon, moi je suis parti, et 1 an et demi plus tard je reviens, il n'y a plus que Pippen, Armstrong et Will Perdue qui étaient là du premier triplé. Et les autres, bah, t'avais l'impression ils étaient là, et puis ouais, bah, parce que c'est les Bulls, ça va passer tout seul, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Alors que non, Jordan, il va vraiment les bousculer en leur disant non, non, ici, t'es aux Bulls, justement, il y a un niveau d'exigence qui est là, et vous avez intérêt à vous bouger le cul pour atteindre ce niveau, et pas être ici. Et donc, il va vraiment, vraiment bouger tout le monde. Il va y avoir pas mal d'embrouilles, parce que bah, il y en a que c'est pas franchement leur caractère d'être, tu vois. Genre, il y a des histoires où il balance la balle dans la tronche de Luc Longley, il l'insulte de tous les noms. On se rappelle qu'il l'avait insulté de tas de merde de 2,18 m. Et puis il y a cette fameuse histoire avec la droite qu'il met à Steve Kerr. Donc dès le 3e entraînement de la saison, voilà, ça se bouscule un petit peu. Kerr est en défense sur Jordan et puis et vice versa. Et puis bah, Phil Jackson pour essayer de le stimuler un petit peu, tu vois, dès qu'au moins de petits contacts, il siffle une faute et Jordan, ça l'énerve parce qu'il dit mais j'ai pas fait faute sur Kerr, laisse-moi faire une vraie faute si tu veux vraiment siffler une faute. Et puis à un moment, bah, ça se bouscule un peu. Kerr s'énerve aussi parce qu'il en prend plein la tête, il le bouscule, Jordan revient, lui met une pêche, Kerr se relève, il commence à venir sur lui, tout le monde les sépare. Phil Jackson renvoie Jordan chez lui, il dit allez c'est bon maintenant ça suffit. Bon après bah, évidemment Jordan appelle Steve Kerr pour s'excuser, le lendemain à l'entraînement il s'excuse devant tout le monde, etc. Mais ça va créer des liens entre Kerr et Jordan qui vont se rapprocher et Jordan en fait comme il teste tout le monde pour voir comment ils réagissent, il a vu que Kerr lui il baissait pas le regard et qu'il y allait, même si comme Kerr l'a dit lui-même, j'avais aucune chance si on se battait vraiment Jordan et moi j'avais aucune chance, mais j'y suis allé quand même, j'ai montré que j'avais pas peur et Jordan a beaucoup respecté ça et du coup voilà, entre les deux ça s'est vachement amélioré après ça. Donc voilà, pas mal de péripéties dans cette pré-saison, avec aussi le départ de B.J. Armstrong aux Raptors qui viennent d'être créés, donc expansion draft vu que la franchise est toute nouvelle, et B.J. Armstrong part là-bas, et pour remédier à ça, au niveau du poste de meneur, les Bulls font venir Randy Brown qui était libre et qui est natif de Chicago, mais ils décident également de décaler Ron Harper en meneur, parce que déjà d'une, Phil Jackson, lui les postes, voilà, meneur, arrière, ailier fort, pivot, bon lui il s'en fout, il intervertit, surtout qu'il a les joueurs pour ça, avec Pippen qui peut jouer plusieurs postes, Kukoc aussi, et Ron Harper du coup. Et pour lui l'idée c'est que en associant Harper, Pippen et Jordan dans le 5 de départ, les trois avec leurs longs bras, leurs aptitudes défensives, leurs placements, etc., ils sont capables de switcher sur toutes les défenses et s'adapter à tout ce que les équipes adverses vont leur proposer. Suivant les caractéristiques des joueurs en face, bah, c'est Pippen qui se met sur le meneur ou c'est Jordan et ensuite un autre se décale sur le poste 3. Enfin bref, ils sont capables d'intervertir en fonction de ce qui se passe au niveau de l'équipe adverse et ça, bah, ça crée énormément de solutions pour Phil Jackson et énormément de problèmes pour les autres équipes. Donc voilà, et les Bulls débutent la saison par 5 victoires consécutives, ce qui est à ce moment-là leur meilleur départ dans l'histoire de la franchise. Avec Jordan qui met 42 points le soir de l'ouverture face aux Charlotte Hornets. Et la première défaite, donc au 6e match de la saison, arrive sur le parquet du Orlando Magic, pourtant sans Shaquille O'Neal ce soir-là, mais avec Penny Hardaway qui met 36 points. Et c'est aussi le tout premier soir où les Bulls jouent avec ce maillot, donc le noir avec les rayures rouges. Et à la base, plusieurs joueurs des Bulls disent qu'ils ne sont pas spécialement fans de ce truc-là, parce que jusqu'ici, dans l'histoire des Bulls, il y a eu toujours soit le maillot blanc à domicile et le maillot rouge à l'extérieur, et c'est tout. Mais à ce moment-là, dans la NBA qui devient de plus en plus populaire, mondialisée, etc., bah, il y a de plus en plus de jeux de maillots qui apparaissent, pas mal d'équipes ont un 3e jeu de maillot, et donc c'est celui-ci pour les Bulls, et c'est vrai que les Bulls, pas mal de joueurs, dont Jordan, au départ, sont pas fans. Et le fait en plus d'avoir perdu ce premier match en jouant avec,
ils seront voilà, pas convaincus, tu vois, un petit peu superstitieux, genre en plus on perd avec, donc c'est pas génial. Mais comme après, il y aura un peu plus tard en novembre une série de victoires, notamment dans un road trip à l'ouest où ils vont gagner pas mal de matchs avec ce maillot-là, petit à petit ils vont s'y faire et se dire ouais finalement c'est pas plus mal. Donc tu vois, c'est toujours un peu une histoire de superstition aussi. Toujours est-il que donc après cette défaite à Orlando, les Bulls vont gagner 18 de leurs 19 matchs suivants, donc là il va y avoir quelques cartons un petit peu partout, malgré l'absence de Dennis Rodman qui s'est blessé dès le troisième match, une petite blessure au mollet qui va lui faire manquer pratiquement un mois, donc il reviendra que début décembre, et à ce moment-là, donc il se passe aussi un truc qui va un petit peu aussi faire comprendre au groupe que voilà, chacun doit mettre son ego de côté au service du collectif, c'est que Tony Kukoc, lui, il s'est dit bon, Rodman est blessé, c'est moi qui devrais être titulaire. Et là, Phil Jackson met Dickie Simpkins dans le 5 de départ, pendant tout le mois, pendant que Rodman est absent. Et Kukoc le prend un petit peu mal au début, mais voilà, il comprend que c'est dans l'intérêt de l'équipe, et que voilà, Phil Jackson lui explique que voilà, il a besoin de lui en sortie de banc pour être le scoreur, etc. Et c'est vrai que d'ailleurs, pendant cette période-là, Kukoc va signer énormément de matchs où il va mettre au moins 15 points et plus de 50% au shoot, quoi. Il va faire des 15 points à 6 sur 8 au tir. Il y a un match où il met 22 points à 9 sur 11. Enfin bref, il y a beaucoup de matchs comme ça où il va être très très adroit et apporter beaucoup d'énergie en sortie de banc. Et puis c'est vrai aussi, il faut le dire aussi, que Phil Jackson critique énormément Tony Kukoc pour sa défense, parce que autant Kukoc c'est un génie offensif capable de faire des passes de fou et rentrer des shoots d'à peu près partout, autant en défense, bon, il a quand même beaucoup plus de difficultés, malgré qu'il ait pris du muscle, tu vois, c'est sa 3e saison en NBA maintenant, et il a quand même pris tu vois, de l'épaisseur, parce que c'est vrai que quand il est arrivé, il était encore très très mince, et c'était une caractéristique qu'il avait quand il jouait en Europe, il était très très mince, et ses coéquipiers l'appelaient Olive, en référence à la femme de Popeye qui est comme ça, tu vois, qui dit, voilà, il est tout mince, donc il a quand même pris du muscle et tout, mais ça n'empêche pas que voilà, défensivement il a toujours du mal, et c'est pour ça aussi que Phil Jackson est un peu hésitant à le mettre dans le 5 régulièrement. Donc c'est Dickie Simpkins qui est dans le 5 pendant à peu près un mois, jusqu'au retour de Dennis Rodman le 6 décembre. Et Rodman, dès qu'il revient, c'est la folie, parce qu'il signe, il enchaîne 4 matchs à 20 rebonds, 21, 21 et 19 rebonds. C'est les 4 premiers matchs qu'il fait quand il revient de cette blessure au mollet. Donc il tourne à plus de 20 rebonds par match dès qu'il revient. Et très très rapidement, ça devient l'idole du United Center. Parce que le mec se jette sur tous les ballons. Défensivement, voilà, il est ultra dominant parce que voilà, il fait péter des câbles à l'adversaire. Il domine tout le monde au rebond par son placement et par son intelligence de jeu et son intelligence tactique. Très bon passeur, donc dans l'attaque en triangle, pareil, il s'y est fondu, mais tranquille. Il s'est parfaitement intégré, et puis voilà, le mec se jette sur tous les ballons, il finit dans le 3e rang du public, tu vois, il harangue la foule, et puis à la fin du match, il enlève son maillot, il le jette en tribune, donc là, c'est la folie à chaque fois. Donc c'est vrai que ça rend aussi les Bulls encore plus populaires, toutes ces histoires avec Dennis Rodman, qui, à ce moment-là, est au top, tu vois, il n'y a pas encore trop de soucis avec lui, il fait ses matchs, il est concentré, parce que lui aussi a des choses à prouver dans cette première saison en Bulls, tu vois. Mais bon, il continue de dominer largement les rebonds et fait énormément de bien en Bulls, qui sont donc à 23 victoires, 3 défaites, si je me souviens bien, juste après Noël. Le 26 décembre, ils perdent à Indiana, et ils se retrouvent à 23-3 après une série de 13 victoires consécutives. Mais après cette défaite à Indiana le 26 décembre, ils vont enchaîner 18 succès consécutifs, ce qui est le record de la franchise, et ils vont faire 14-0 en janvier. Donc ils vont être invaincus sur le mois de janvier 96, ils vont perdre que début décembre 2 matchs de suite, mais on va y revenir sur ça. Mais dans cette série de 18 victoires consécutives, il y a des cartons mais absolument monstrueux. Ils rebattent Indiana de 27 points, ils tapent Charlotte de 24 points, Milwaukee de 29 points, Seattle plus 26, Philadelphie plus 27, New York, Sacramento, Vancouver 20 points à chaque fois dans la musette, Miami 22 points, donc voilà, ils défoncent tout le monde, et voilà, ils continuent d'enchaîner les victoires, mais voilà, des victoires larges, quoi, ils mettent plus de 20 points à toute la ligue, quoi. Et 2 défaites début février à Denver et à Phoenix. Et la défaite à Denver va être un autre tournant dans cette saison pour les Bulls, parce qu'ils sont rapidement, largement menés de 31 points
Denver qui shoot à plus de 60%, ils mettent des 3 points dans tous les sens, bon. Et les Bulls se retrouvent à moins 31 points dans ce match et ils reviennent. Ils repassent devant à 5 minutes de la fin sur un panier de Scottie Pippen. Ils finissent par perdre le match, mais le fait d'avoir rattrapé 31 points de retard en moins d'une mi-temps, ils se disent, même quand on n'est pas bien, on est capable de faire des runs et de revenir, même si ça semblait improbable, quoi. Parce que moins 31 points, s'ils avaient gagné ce match, c'était un des plus gros comebacks de l'histoire de la NBA, quoi. Au final, ils ont perdu ce match malgré tout, mais ils ont quand même rattrapé ce retard pendant le match et du coup, ça leur a mis beaucoup de confiance en se disant, voilà, peu importe la situation qu'on a, on est capable de la renverser et de revenir s'il le faut, quoi. Donc, les Bulls arrivent en pleine confiance au All-Star Game avec un bilan hallucinant de 42 victoires, 5 défaites. Jordan est élu MVP du All-Star Game. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé encore jusqu'ici de Jordan, mais voilà, son retour se passe de manière absolument parfaite. Hein, il domine tout le monde, il tourne à 30 points de moyenne, il est extrêmement adroit et il a progressé dans son jeu loin du panier. Alors c'était déjà un bon shooter avant, hein, dans sa première carrière, on va dire, ses 9 saisons avant qu'il parte à la retraite pour aller jouer au baseball, c'était déjà un très bon shooter. C'était pas juste un mec qui allait au cercle et qui dunkait sur tout le monde. C'était déjà un bon shooter. Mais là, il a vraiment amélioré ça. Et d'ailleurs, cette saison-là, il va signer son record d'adresse à 3 points. Il va tourner à plus de 42% à 3 points sur la saison. Et il va mettre 111 paniers à 3 points sur la saison, ce qui est, voilà, pour Jordan, c'est une belle progression. Alors c'est sûr, quand tu revois maintenant, avec tout le monde qui shoot à 3 points dans tous les sens, ça paraît pas terrible. Mais à l'époque, et surtout pour Jordan qui n'est pas franchement un shooter à 3 points, c'est une belle progression. Et voilà, c'est un joueur qui a beaucoup amélioré son jeu, voilà, mi-distance. Voilà, il va mettre du mid-range dans tous les sens, des shoots à 6 mètres, des fadeaways, dans les corners, tête de raquette, enfin absolument partout, quoi. Donc il est assez indéfendable à ce niveau-là. Voilà, moins aérien, parce qu'il est encore capable d'aller claquer des dunks sur pas mal de monde quand même, hein, d'attaquer le cercle s'il le faut. Mais voilà, son jeu mi-distance en 1 contre 1, voilà, est indéfendable, quoi. Et il continue de dominer la ligue. Et les Bulls continuent dans l'ensemble de dominer la ligue. Les victoires s'accumulent. Il y a encore des séries de 6-7 victoires par-ci par-là. Pendant que Jordan met un petit peu des cartons à droite à gauche. Il met 44 points sur le parquet d'Indiana. 53 points, ce qui est son record sur la saison. Face aux Pistons, qu'il aime toujours autant cartonner quand il en a l'occasion. Et puis, pendant que les Bulls enchaînent les victoires, on se dit ils sont capables d'établir le plus gros record jamais fait dans une saison régulière, qui à ce moment-là a été établi par les Lakers dans les années 70, qui avaient fait 69 victoires. Et les Bulls s'en approchent, 66, 67, 68, 69e victoire, et le match où ils peuvent gagner le 70e, c'est un déplacement à Milwaukee, qui est toujours le déplacement le plus court pour les Bulls chaque saison, parce que c'est 2 heures de bus, hein, c'est pas très loin à Milwaukee par rapport à Chicago, c'est le plus court chaque année. Et vu qu'ils ont l'occasion de devenir la première équipe de l'histoire de la NBA à gagner 70 matchs de saison régulière, il se passe un truc, c'est que c'est filmé en direct par un hélicoptère, le trajet en bus des Bulls de Chicago à Milwaukee. Pourquoi ? Je veux dire, ils filment juste un bus, tu vois le toit du bus, tu vois, à une vue aérienne du bus. Pourquoi ? Bon, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le bus, il n'y a rien d'autre, c'est pas, voilà. Mais toujours est-il que voilà, il y a des caméras de partout, il y a une escorte de motards qui accompagnent le bus tout le long, qui peut faire le trajet de Chicago à Milwaukee. Et t'as les joueurs comme Jason Caffey qui rookie, il est là, mais c'est tout le temps comme ça et tout. Et t'as des vétérans comme Bill Wennington qui lui font non, t'inquiète, là c'est vraiment profite de ça, parce que c'est exceptionnel ce qui se passe là, et dans la suite de ta carrière, si tu vas dans d'autres équipes, tu verras pas des trucs pareils. Donc là, profite, apprends, parce que ça c'est quand même assez impressionnant. Et donc les Bulls vont donc gagner ce 70e match à Milwaukee avec Rodman qui prend 19 rebonds, et Rodman qui venait de revenir d'une suspension de 6 matchs pour avoir mis un coup de tête à un arbitre. Enfin, pas exactement, parce que
En fait, c'est un match à New Jersey où Rodman est expulsé. Et il va s'expliquer devant l'arbitre, tu vois. Donc ils sont face à face. Et Rodman fait comme ça, tu vois. Bon, il lui met pas vraiment un coup de tête. L'arbitre tombe pas en sang, machin. Mais voilà, il fait le geste comme ça. Et du coup, bon, bah après, ils sont séparés et tout. Et Rodman, il part en insultant tout le monde, en balançant tout ce qui lui passe par la main. Il balance son maillot dans la foule, etc. Et il va prendre 6 matchs de suspension pour ça. Et donc pendant ce temps-là, les Bulls signent John Salley en 10-day contract et finalement ils vont le garder pour la fin de saison. Lui aussi un ancien bad boys des Pistons mais qui vient juste pour la fin de saison et pour les saisons d'après, mais bon ça on verra plus tard. Et donc les Bulls deviennent la première équipe de l'histoire de la NBA à obtenir 70 victoires sur une saison régulière et ils vont finir à 72. 72-10, ce qui est donc un record mais exceptionnel. On n'avait jamais vu ça et on n'a presque jamais vu ça ensuite. Mais toujours est-il que voilà, malgré tout, l'ambition c'est le titre et Ron Harper le dit très bien. Il dit 72-10, ça veut rien dire si on n'a pas la bague. Il fait même des t-shirts, il imprime même des t-shirts qu'il donne à tout le monde dans l'équipe pour dire voilà, faut rester focus sur le fait que pour l'instant on n'a rien accompli. On a fait une super saison régulière, ok, mais tant qu'il n'y a pas le trophée au bout, on peut se vanter de rien, tu vois, on n'aura pas fait le travail s'il n'y a pas le trophée. Donc les Bulls débutent les playoffs face à Miami. On va vite passer parce que honnêtement, il n'y a pas eu de suspense. Les Bulls vont mettre un sweep au Heat avec 3 cartons, quoi. Plus 17 au premier match, plus 31 au deuxième, plus 21 au troisième à Miami. Donc voilà, à part le fait que Kukoc est titulaire sur la série et Dennis Rodman est sur le banc, il n'y a pas grand chose à relever de cette série, hein. Il n'y a vraiment pas eu de suspense, les Bulls se sont promenés. Et pour la suite des playoffs, c'est Dennis Rodman qui va revenir dans le 5 de départ et Kukoc sur le banc. Et à partir de ce moment-là, aucun match en playoff, Dennis Rodman prend moins de 10 rebonds. Il a au moins 10 rebonds dans chacun des matchs des playoffs qui restent à faire sur cette saison-là. Donc sweep tranquille face à Miami, deuxième tour face à New York, l'occasion de se venger des playoffs 94. Et ça va être une série extrêmement défensive. Et les Bulls vont justement se heurter pas mal à la défense des Knicks dans le premier match. Ils vont avoir beaucoup de mal à trouver de bons shoots, à avoir de l'adresse. Ils vont tourner à 38% au tir sur ce match-là. Et Jordan va mettre 44 points, mais ça va être le seul Bulls vraiment à cartonner, quoi. Derrière lui, je crois qu'il y a un autre joueur, c'est peut-être Pippen qui doit mettre 11 ou 12 points, mais après tout le reste, voilà, l'apport offensif est pas brillant. Et les Bulls s'imposent donc dans ce match 1 derrière les 44 points de Jordan. Au match 2, c'est surtout les 19 rebonds de Dennis Rodman qui permettent de faire la différence. Dans un match encore une fois assez serré et avec très peu d'adresse, mais cette fois-ci la défense et les rebonds de Rodman vont faire la différence parce que cette fois-ci ce sont les Knicks qui vont shooter à 36-37% à peu près sur ce match-là. Donc voilà, des matchs avec des scores très assez bas et des adresses en conséquence qui sont assez basses également. Donc les Bulls mènent 2-0. Vont à New York sans Tony Kukoc qui se blesse au dos et qui va manquer le reste de la série. Et le match 3, je ne sais pas si c'est l'énergie du Madison Square Garden ou des joueurs des Knicks ou si les Bulls souffrent de l'absence de Kukoc. Mais c'est vrai que les Knicks vont vraiment y mettre beaucoup plus d'intensité, avec notamment un John Starks déchaîné qui va mettre 30 points, qui va provoquer, qui va aller au cercle, etc. T'as 3 joueurs des Knicks qui vont aller en double-double, Patrick Ewing, Charles Oakley et Anthony Mason. Et donc le secteur intérieur fait énormément de boulot. Il y a un shoot qui permet à Jordan d'égaliser pour emmener le match en prolongation, mais en prolongation ce sont les Knicks qui vont faire la différence, avec encore une fois John Starks qui va mettre des paniers décisifs. Et les Knicks donc gagnent ce premier match à New York pour revenir à 2-1. Par contre derrière, il n'y aura pas vraiment pas vraiment de suspense, un petit peu quand même au match 4 parce que le match reste très très serré jusqu'au bout et il faut d'ailleurs 2 paniers assez clutch et inattendus de Bill Wennington à la fin, dans la dernière minute pour faire la différence et ça rappelle un petit peu le match de la saison précédente en saison régulière quand Jordan était revenu au Madison Square Garden, qu'il avait mis 55 points mais que le dernier panier du match, celui de la victoire, il l'avait donné à Bill Wennington qui avait mis un dunk. Et là c'est un petit peu la même chose en fait. Bill Wennington est totalement oublié et il met 2 jumpers à 4 mètres
tu vois, en étant totalement libre, tu vois, parce que voilà, les joueurs viennent faire prise à 2 sur Jordan qui pénètre. Wennington est seul les 2 fois, et il met son petit jumper. D'ailleurs, c'est vrai que autant Bill Wennington que Luc Longley, tous les deux, ils ont ce petit shoot à 4-5 mètres voilà, qui fait partie de leur arsenal pour étirer un petit peu les défenses, s'écarter un peu du cercle. C'est pas juste des mecs qui sont vraiment sous le cercle pour mettre des dunks ou des claquettes, quoi. Ils ont ce petit shoot à 4-5 mètres qui permet d'étirer un peu les défenses et de trouver des espaces près du cercle. Donc voilà, il est décisif sur ce match 4, Bill Wennington, et puis ensuite le match 5 à Chicago, c'est la défense des Bulls va encore limiter les Knicks à un pourcentage très très faible et très très peu de points. Dennis Rodman prend encore pas mal de rebonds sur ce match-là et c'est sa défense qui aide aussi à faire la différence. Et les Bulls s'imposent 94-81 sur le match 5 et se qualifient pour les finales de conf où ils retrouvent le Orlando Magic. Donc l'occasion pour une nouvelle revanche. Après s'être vengé des Knicks 94, il y a l'occasion de se venger des Magic 95. D'autant que Orlando est en pleine confiance, ils étaient en finale NBA la saison précédente, ils se disent on veut y retourner, eux aussi ont fait une très belle saison régulière, ils ont Shaq, ils ont Penny Hardaway, ils ont Horace Grant, etc. Ils se disent nous on veut bousculer les Bulls, tu vois, ils sont quand même très confiants, très sûrs d'eux. Sauf que les Bulls vont gagner le premier match de 38 points. Ils vont leur mettre une crevée mais absolument monumentale, 121-83 au match 1 United Center. Donc là il n'y a absolument pas photo, les Bulls ont ultra dominé ce match là. Et en plus, alors là pour le coup Orlando va avoir assez peu de chance parce qu'il y a Horace Grant. Alors Horace Grant dans le troisième quart-temps de ce match là, il en est à 0 points, il n'a pas pris un seul tir parce qu'il est bien défendu et puis voilà, c'est pas lui qui a le plus de tirs, hein, c'est plus Penny Hardaway, etc., Shaquille O'Neal. Et la foule commence un petit peu du United Center à le chambrer un peu, tu vois. Dans les travées, ça commence à faire Horace, Horace. Tu vois, dès qu'il touche le ballon et il prend un shoot, il le loupe. Et là, la foule continue de gueuler un peu plus. Et sur une action pas longtemps après ça, de l'autre côté, il est à la lutte avec Pippen au rebond, et il y a Shaquille O'Neal qui arrive et qui le percute, et le coude de Shaquille O'Neal percute le coude d'Horace Grant, et Horace Grant se blesse au coude sur cette action, et il va manquer la suite. Il va plus jouer de la série. Il sera blessé au coude, et voilà, c'est la fin de saison pour lui. Donc voilà, non seulement Orlando se fait torpiller le match 1 de 38 points, il perd Horace Grant pour le reste des playoffs, alors sur un contact entre deux joueurs du Magic, quoi. Donc là ouais, ça signe déjà presque la fin de la série pour le Magic, parce que donc le match 2, malgré tout, c'est eux qui démarrent le mieux. Est-ce que les Bulls inconsciemment se sont dit bon ils ont pas Horace Grant, on leur a mis une crevée, ça va rouler tranquille? Peut-être qu'inconsciemment ils se sont un petit peu relâchés. Toujours est-il qu'Orlando mène de 15 points à la mi-temps dans ce match 2, en étant très agressif, en attaquant le cercle, etc. Mais à la mi-temps, Phil Jackson il rentre dans le vestiaire et il dit à ses joueurs bon les gars, on a Orlando exactement là où on veut qu'ils soient. Maintenant, on a juste à leur rouler dessus. Les mecs ils se regardent, ils font bon allez c'est parti. Et dans la deuxième mi-temps, carnage absolu. Ils reviennent à -2 pour débuter le quatrième quart et puis ensuite ils enchaînent pour aller chercher cette victoire avec une grosse défense. Pippen qui passe pas loin d'un triple-double, je crois qu'il fait 17 points, 10 rebonds, 9 passes. Jordan met 35 points, Rodman sécurise les rebonds, enfin bref. Ils assurent la victoire avant de se rendre à Orlando où là encore c'est la défense sur Shaq qui va faire la différence avec un Dennis Rodman qui est excellent pour le bousculer au rebond et puis lui faire péter un câble, parce que c'est ça aussi qui est très très fort avec Dennis Rodman, c'est que non seulement en 1 contre 1 il est capable de défendre très efficacement, mais en plus tu vois il met des petits coups en sournois, et il te trash talk un peu dans l'oreille, tu vois, il te fait un petit peu sortir de ton match. Il a fait péter des câbles à énormément de joueurs qui à la base sont beaucoup plus grands, costauds, physiques que lui, mais il est tellement il a tellement cet ascendant psychologique qu'il arrive à prendre sur eux qu'au final, même s'il est 15 cm plus petit, qui fait 15 kg de moins, mais il est capable de les gérer. Le mec, il a défendu sur Shaq plusieurs fois, pas juste sur cette série, mais après, quand Shaq était aux Lakers ou quoi.
ou sur Alonso Mourning, ou Karl Malone, on y reviendra pendant les finales, mais voilà, il leur a fait péter des câbles par sa défense qui est phénoménale. Et donc là, ça aide beaucoup les Bulls à gagner ce match 3, et puis ensuite le match 4 avec Jordan qui met 45 points sur le match 4, un petit peu en forme de rappel de la saison précédente où, après avoir perdu le match 1, à Orlando, les Bulls étaient un peu énervés que Jordan avait perdu des ballons en fin de match. Et il y avait un joueur d'Orlando qui avait dit 45, c'est pas aussi fort que le 23. Et là, comme par hasard, Jordan met 45 points pour conclure le sweep du Magic et les renvoyer chez eux. Donc les Bulls arrivent en finale NBA avec une seule défaite en playoff, en prolongation à New York, 2 sweeps sur les 2 équipes de Floride. Et ils affrontent les Seattle Sonics qui ont battu Utah en 7 matchs. Donc leur série a été très longue et les Bulls, eux, ont fait un sweep. Donc ils ont eu pas mal de temps avant de rejouer. Ils ont fait 9 jours sans jouer. Donc il y a quelques inquiétudes sur le fait que les Bulls seront peut-être un petit peu... pas rouillés, parce que 9 jours, hein, c'est pas non plus... voilà, mais en tout cas un petit peu de mal, un peu moins dans le rythme. Et bon, le début est malgré tout pour Chicago qui a l'expérience, parce que Seattle a signé une très très belle saison régulière, 64 victoires, mais évidemment n'ont pas l'expérience de ces moments-là par rapport à des joueurs comme Jordan, Pippen, ou même Rodman qui a déjà gagné des titres avec les Pistons. Donc les Bulls débutent quand même le match de la meilleure des manières, avec un petit peu d'adresse, etc., avec une défense aussi qui est solide pour provoquer pas mal de shoots contestés qui vont finir voilà, assez loin du cercle. Sean Kemp fait son match, Gary Payton fait son match, mais voilà, Chicago arrive quand même à contenir les assauts des Sonics. Ça reste quand même serré pendant 3 quarts temps avant que Tony Kukoc, qui était revenu de blessure dans la série contre Orlando, mais qu'on n'avait pas trop vu jusque-là, tu vois, un petit peu hors rythme, ou tu vois, il avait un petit peu du mal à s'y remettre. Mais là, sur ce match-là, il y a un passage dans le 4e quart-temps où il claque 10 points de suite, dont 2 paniers à 3 points, avec des rebonds offensifs de Dennis Rodman. Et c'est ce qui va permettre de creuser l'écart qu'ensuite les Sonics n'arriveront pas à rattraper. Et au final, les Bulls vont gagner de 17 points, si je me souviens bien, je crois que c'est 107-90 le score final de ce match-là. C'était serré pendant 3 quarts-temps, mais voilà, Kukoc a bien aidé à faire la différence dans le 4e quart-temps. Donc Chicago gagne le match 1 et va également prendre le match 2, même si voilà, ce sera un match encore une fois très serré tout le long, avec Payton qui est très très solide, Sean Kemp, Detlef Schrempf qui met quelques paniers à 3 points, Sam Perkins qui a un bon apport du banc, mais le problème pour Seattle, c'est que c'est le seul joueur du banc qui est capable d'apporter quelque chose. Parce qu'en plus, tu as notamment Nate McMillan qui est très très diminué par une blessure, donc il joue très très peu et du coup Payton joue beaucoup et il n'a pas vraiment de remplaçant. Mais voilà, les Sonics sont malgré tout dans ce match-là, malgré encore une fois un Rodman qui est monstrueux, qui prend 11 rebonds offensifs sur ce match-là et 20 rebonds en tout. Et d'ailleurs, ces 11 rebonds offensifs, ce sera un record en finale NBA. Et il va être également décisif dans la toute fin de match, Dennis Rodman, parce que donc les Bulls ont 3 points d'avance. On est il reste à peu près 30 secondes. Scottie Pippen obtient 2 lancers francs et loupe les 2. Mais Dennis Rodman, qui a la lutte au rebond sur le 2e lancer franc, obtient un entre-deux. Sur l'entre-deux, il récupère le ballon et ils font faute sur lui pour l'envoyer au lancer franc. Il loupe le premier, donc décidément, mais il met le 2e et ça met 4 points d'avance aux Bulls qui vont finir le match en gérant cette avance-là pour s'imposer un petit peu sur le fil. Et donc les Sonics se disent, bon, on a quand même bien lutté sur ce match 2, c'est pas passé loin, on aurait pu le gagner éventuellement. Et en plus là on revient chez nous où on va être en pleine confiance. D'ailleurs il y a un moment dans ce match 2 où Payton s'approche de Jordan, il fait ok, vers la fin du match 2, il dit ok, mais maintenant vous allez venir chez nous et ça va pas être la même. Alors, Seattle, les fans sont ultra bruyants, ils sont à fond, normal, c'est les finales NBA. Pareil, voilà, ils se disent, voilà,
on n'est pas passé loin au match 2, il y a moyen, en leur mettant la pression au match 3, d'être vraiment... de les bousculer, de revenir dans cette série qui est loin d'être finie. Ron Harper en plus est blessé au genou et du coup ne sera pas titulaire sur ce match-là. Le 5 de départ des Bulls sur ce match 3, c'est Longley, Rodman, Kukoc, Pippen et Jordan. Donc il n'y a pas vraiment de meneur. Il y a même pas... Voilà, tu as un arrière et 3 ailiers et un pivot. Mais voilà, comme on l'a déjà dit au début, Phil Jackson il fait pas vraiment la distinction au niveau des postes. Tu vois, il met les mecs qui sont capables de jouer ensemble. Kukoc, Pippen, c'est des excellents passeurs, ils peuvent remonter la balle, Jordan aussi. Donc voilà, qu'il n'y ait pas vraiment de meneur, c'est pas un problème pour eux. Mais toujours est-il que voilà, Ron Harper avec sa défense est très diminué. Il va jouer 1 minute sur ce match. Il va jouer, je crois, la première minute, la dernière minute du premier quart-temps, c'est tout, parce qu'il peut pas tenir à cause de son genou. Bref, toujours est-il que les Sonics sont ultra confiants. Ils disent allez, on va les bousculer. Il y a le public derrière nous. Ils font pour les intros des équipes, il y a des feux d'artifice, il y a beaucoup de bruit. Ils font venir Michael Buffer pour dire let's get ready to rumble. Et donc la salle est en feu complet. Et les Bulls mènent 32-12 après 7 minutes. Ils leur mettent une crevée phénoménale. Ils leur sautent à la gorge, ils mettent des shoots ouverts pendant que les Sonics loupent des lay-ups, même quand ils sont plus ou moins démarqués, tu vois. Ils loupent beaucoup de shoots ouverts, ils précipitent leurs shoots et Chicago prend largement l'avantage, quoi. Ils ont déjà 20 points d'avance dès le premier quart et là la salle, plus un bruit. Putain merde. On se dit qu'est-ce qui se passe là, les Bulls sont en rouleau compresseur, ils finissent le premier quart-temps 34-16. Avec Jordan qui a déjà 12 points il me semble et Kukoc qui en a déjà mis quelques-uns aussi. Bon, il y a une réaction évidemment par la suite avec Sam Perkins qui sort du banc, qui met quelques bons paniers. Mais sur l'ensemble de ce match, Chicago est au-dessus et va finalement s'imposer très largement 22 points. 22 points d'écart à la fin et pour mener 3-0. Et là, c'est vrai que la salle des Sonics, la Key Arena, elle est très très silencieuse pour le coup, alors qu'au départ, ils étaient tous à fond en disant on va revenir et tout. Donc là, c'est vrai que ça a fait un peu la douche froide, quoi. Malgré tout, au match 4, la salle est toujours aussi bruyante et ils croient, ils veulent éviter le sweep absolument. Et il y a des ajustements qui sont faits de la part des Sonics qui arrivent peut-être un peu tard, parce que bon, à 3-0, bon, c'est peut-être temps de réagir quand même. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus souvent Payton qui est en défense sur Jordan. C'était déjà le cas sur les premiers matchs, mais sur vraiment de très petites séquences. Parce que voilà, il préférait mettre Herzog Hawkins en défense sur Jordan et Payton pour plus s'occuper un petit peu du scoring de l'autre côté. Et moins avoir à se fatiguer en défense. Sauf que là, bon, ben, à 3-0, il faut tenter des choses. Donc il y a cette modification-là. Et c'est vrai que Jordan va avoir un peu plus de mal. En tout cas, sur ce match 4, il va vraiment galérer parce qu'il va finir à un pourcentage assez vilain. Mais bon, tous les Bulls sur ce match-là vont être un petit peu en difficulté. Et Pippen, il va faire 4 sur 17 au shoot, il va mettre 9 points. Jordan, il va finir à 6 sur 19 au shoot. Et les Sonics, grâce à cette défense sur les deux stars adverses et personne côté Bulls qui est vraiment capable de prendre le relais offensif, ça va leur permettre de s'imposer sur ce match 4 assez largement d'ailleurs. Je ne sais plus le score exact, mais enfin, ils s'imposent de pratiquement 20 points, je crois. Et de relancer un tout petit peu la série et de prendre confiance pour un match 5 où là encore ils vont accentuer leur défense, où les Bulls vont avoir encore du mal à exister. Cette fois-ci Ron Harper Ron Harper était redevenu titulaire dans le match 4, mais il n'a pas joué beaucoup plus que 12 ou 13 minutes. Au match 5, il est de nouveau sur le banc au départ et il ne jouera qu'une minute dans ce match-là. Avec le même 5 de départ dans le match 5 qu'au match 3, avec donc Kukoc, Pippen, Jordan Rodman et Longley. Mais les Bulls dans ce match-là vont inscrire seulement 78 points avec 37,7% au shoot parce que la défense des Sonics est vraiment étouffante. Tu sens qu'il y a de la fatigue aussi parce que, il faut quand même le rappeler, la saison était très longue pour notamment un gars comme Jordan qui, il était au baseball pendant 1 an et demi. L'année précédente, il est revenu, il a joué 17 matchs de saison régulière plus une dizaine en playoff. Il n'a plus l'habitude d'une saison aussi longue, aussi éprouvante physiquement, donc il commence un petit peu à marquer le pas aussi.
Et donc Seattle prend ce match 5 malgré Jordan qui il met 26 points 11 sur 22, donc sur ce match là il est quand même encore solide, mais c'est un des seuls vraiment à surnager, et voilà, il n'y a pas grand monde pour l'aider, pendant que de l'autre côté R.J. Hawkins, Sean Kemp et Gary Payton cumulent 66 points à eux 3, alors que les Bulls en mettent 78, donc presque eux 3, ils ont presque plus de points que les Bulls, donc c'est assez déséquilibré. Et donc Seattle remporte ce match, revient à 3-2, et la série revient à Chicago, et Jordan est furieux envers tous ses coéquipiers parce que le match 6 tombe le jour de la fête des pères, et il voulait absolument éviter de jouer ce match-là, puisqu'il ne voulait pas jouer le jour de la fête des pères par rapport à l'histoire de son père qui on en a parlé dans les vidéos précédentes, son père qui a toujours été son confident, son meilleur ami, qui est mort en 93. Quand Jordan annonce sa retraite en 93, il dit un de mes meilleurs souvenirs, c'est que mon père était là pour mon dernier match. Finalement, il revient et son père est plus là, et donc du coup, il y a toutes ces histoires-là, et ça tombe le match 6, le jour de la fête des pères. Il voulait pas spécialement jouer au basket à ce moment-là, il avait un peu la tête à autre chose. Mais toujours est-il que il y a ce match décisif le jour de la fête des pères qui va finalement se transformer en happy ending finalement, avec cette fois-ci des Bulls qui, dès l'entame de match, prennent les Sonics à la gorge et leur font comprendre que voilà, maintenant c'est terminé, on arrête de jouer, ce soir on va chercher le titre et vous pourrez rien y faire. Et d'ailleurs sur ce match-là, oui, il n'y a pas vraiment de suspense parce que les Bulls s'imposent relativement largement, de 10-12 points, je sais plus exactement, 87-75, ouais, donc plus 12, mais sans vraiment que les Sonics soient en mesure de faire trembler les Bulls tout au long de la partie, quoi. Il y a toujours un écart assez conséquent. Kukoc qui continue de rentrer des shoots décisifs, Dennis Rodman prend encore 11 rebonds offensifs sur ce match-là, il termine avec 19 prises en tout. Et les Bulls donc gagnent ce fameux quatrième titre NBA en battant les Sonics 4-2, avec un Rodman qui pour moi aurait dû être le MVP des finales parce qu'il a été absolument monstrueux. Jordan évidemment est MVP des finales en tournant à 27 points et quelques, et une adresse qui est pas fameuse, il a tourné à 41% au shoot sur cette finale. Il y a eu ce match à 6 sur 19 au match 4. Là, même sur le match 6, il est pas ultra adroit. Toujours est-il qu'il est élu MVP des finales, mais honnêtement, je pense que Dennis Rodman, alors c'est sûr, il a dû mettre 7 points par match, donc c'est difficile, mais il a eu un tel impact défensif. Il a pris presque autant de rebonds offensifs que de rebonds défensifs sur cette finale. C'est invraisemblable quand même, quand tu y penses. Il a tourné à plus de 14 rebonds, 14,7 rebonds par match sur les finales. Et donc sur les 6 matchs, en tout, il a pris 88 rebonds, 41 offensifs, 47 défensifs. Mais c'est phénoménal, ça fait 7 rebonds offensifs en moyenne par match sur les finales. C'est juste extraordinaire. Et une défense de tous les instants pour museler Sean Kemp du mieux possible, faire péter des câbles à Brikowski, à McIlvaine, qui sont pas des super pivots à la base, mais bon, voilà, si tu peux les faire... je crois au premier match d'ailleurs c'est Brikowski qui se fait expulser. Enfin bref, pour moi Dennis Rodman est le MVP des finales NBA. Bon après il le donne à Jordan, bon ouais, ma foi. Mais toujours est-il que Jordan donc récupère le ballon du match, part s'isoler un moment au vestiaire pour pleurer en pensant à son père, revient sur le parquet pour fêter, parce que maintenant la remise du trophée se fait sur le parquet et non plus dans les vestiaires, ce qui est quand même un peu mieux quand même. Donc voilà, les Bulls fêtent sur leur parquet pour la première fois un titre au United Center, vu qu'avant c'était dans le Chicago Stadium. Donc voilà, ça aussi d'ailleurs, tu vois, on parlait des maillots où les Bulls au début étaient un peu, ouais, bof. Jordan, c'est vrai qu'à la base, il n'était pas trop fan du United Center, il a toujours dit que voilà, le Chicago Stadium, il avait ses marques, ses repères. Mais là, le fait de gagner un titre dans ce stade, ça lui fait un peu plus apprécier voilà, le United Center, l'environnement, il y a sa statue devant, etc. Il va y avoir une nouvelle bannière de champion NBA. Donc voilà, les Bulls reviennent sur le toit du monde à ce moment-là. L'arrivée de Dennis Rodman a été une réussite totale. Jordan a été MVP de la saison régulière, MVP des finales. Phil Jackson a été coach de l'année. Tony Kukoc a été meilleur 6e homme. Jerry Krause a été exécutif de l'année.
Enfin bref, pratiquement toutes les récompenses individuelles possibles. Jordan, Pippen, Rodman étaient tous les trois dans la meilleure équipe défensive de la saison, avec Gary Payton qui lui a été élu défenseur de l'année. Enfin bref, voilà, ça a été quasiment voilà, la razzia sur à peu près tous les trophées et les récompenses possibles de la part des Bulls cette saison-là. Une saison NBA record, 72 victoires, le 4e titre en battant les Sonics, 2 sweeps dans le parcours en playoff, Jordan qui revient sur le toit du monde, qui est meilleur scoreur, Rodman meilleur rebondeur, enfin bref. La réussite absolue, une saison absolument parfaite et le début d'une nouvelle aventure qu'on va développer dans les prochaines vidéos avec d'autres titres à venir très très prochainement. Donc voilà, on en parlera dans les vidéos qui viennent. En attendant, ben, voilà, en espérant que celle-ci aura été assez complète et intéressante pour revenir sur cette saison historique. Et voilà, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, pas de soucis, hein, commentaires en dessous de la vidéo. Et puis on continue de discuter de tout ça. En attendant la prochaine vidéo, à très bientôt et comme d'habitude, go Bulls.